Salut pour ce premier live de la rentrée. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon été. Je suis aujourd'hui tout seul pour vous parler de comment valoriser notre expertise grâce à la télémédecine. Comment est-ce qu'on peut voilà, ne plus faire les choses bêtement, gratuitement et de pouvoir valoriser notre expertise et notre expérience. Alors, je suis le docteur Nicolas Camus, je suis médecin généraliste et je suis aussi directeur médical de Medavis. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Donc, une petite présentation rapide de Medavis déjà. Donc, on est une société de télémédecine, on a beaucoup d'activités. Il y a 10 000 praticiens en France à qui nous font confiance actuellement et on est très très heureux. Ils se répartissent sur 50 spécialités. On accompagne un peu plus de 70 projets de CPTS et du coup on représente la troisième communauté nationale de télémédecine. Donc, on s'occupe, pour ceux qui ne connaissent pas, de téléconsultation, de télésoins, de téléexpertise. On en dira donc du coup quelques mots de la téléconsultation et de la téléexpertise aujourd'hui. On a une offre qui s'adapte à vos usages. Il n'y a pas d'abonnement. C'est sécurisé et hyper intuitif. Donc, qui sommes-nous? On est une entreprise qui a été créée en 2014. On est basé à Vannes, sauf moi qui suis à Bordeaux, mais sinon toutes les équipes sont à Vannes. Et on est environ 35 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment être rémunéré pour tous nos actes? On va voir un peu de téléconsultation, puis je vous donnerai deux, trois astuces pour ceux qui ont peut-être un peu de mal à s'y mettre. Des cas pratiques de téléexpertise, un mini point sur la cotation, et puis j'essaie de lister un peu les bonnes pratiques et les erreurs à éviter en téléconsultation. Donc, comment valoriser notre expertise grâce à la téléconsultation? Alors, euh, pour que ça se passe bien, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Donc, il faut que le patient soit au courant de ce qu'il peut demander, ce qu'il peut pas demander en téléexpertise, en téléconsultation, pardon. Donc, faut pas hésiter au cours d'une consultation présentielle avec des patients que vous sentez un petit peu technophiles, de leur parler de téléconsultation, du fait que vous pouvez en faire, et puis de brosser un peu les contours de ce que ça peut être ou ne pas être et puis rassurer le patient sur le fait que ben, ça ne va pas diminuer la qualité des soins ou la qualité de la prise en charge. Bien expliquer, donc voilà, on peut pas faire d'examen clinique, mais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que ça peut permettre de réévaluer le patient un peu plus précoce, que ça lui permet avoir accès à vous même s'il est en déplacement, par exemple. Un autre point important, ça va être celui de briefer le secrétariat, si vous en avez un, votre secrétariat, pour que du coup, bah, les secrétaires puissent proposer pour tel ou tel motif des consultations en vidéo aux patients. Alors peut-être réfléchir en amont à une liste de motifs que vous voulez autoriser en téléconsultation ou pas. Et puis, vous organisez dans votre planning journalier comment est-ce que vous voulez inclure les téléconsultations pour que ce soit le plus facile pour vous, le plus agréable. Alors, il n'y a pas de règle particulière. Moi, personnellement, tout est mélangé, le présentiel et le vidéo. Je passe de l'un à l'autre dans la matinée. Il y en a enfin dans la matinée, dans l'après-midi, il y en a qui préfèrent avoir des temps très spécifiques pour enchaîner plusieurs consultations vidéo. Moi, j'aime bien alterner les deux parce que ça demande des capacités de concentration qui sont différentes l'une et l'autre. Et je trouve que la vidéo en permanence et d'enchaîner en vidéo, c'est un petit peu fatigant parce que ça nécessite quand même d'être assez concentré pour rentrer en contact, entre guillemets, avec, et se synchroniser avec le patient. Donc, favoriser les téléconsultations rémunérées, l'objectif, ça va être de remplacer tous les actes qu'on faisait gratuitement ou qu'on fait encore gratuitement par téléphone
et de pouvoir proposer au patient, au lieu de lui répondre au téléphone, bah, des créneaux plus ou moins longs qui peuvent être adaptés en téléconsultation pour bah, transformer, valoriser ce conseil, qui est plus qu'un conseil, qui est en fait le fruit d'une expertise longuement acquise au cours de vos études et au cours de votre vie professionnelle. Et donc ça mérite d'être rémunéré. J'ai mis 4 points qui peuvent être facilement faits, je trouve. Par exemple, l'analyse des examens complémentaires, les retours des patients après leur bilan, s'ils ont des questions, si vous avez par exemple besoin d'adapter un traitement suite à une prise de sang, que vous avez examiné le patient une semaine ou 10 jours avant, ben, il n'y a pas forcément besoin de le revoir, mais peut-être juste d'adapter un peu le traitement. Euh, Ça peut aussi permettre de réévaluer cliniquement le patient de façon un peu plus précoce, par exemple sur une douleur. Est-ce que le traitement antalgique initialement prévu, d'une part, est-ce qu'il est bien toléré? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il faut l'adapter à la hausse, à la baisse, changer de molécule? Ça, c'est des choses qui peuvent être faites en téléconsultation. Euh, Aussi, par exemple, on verra moi j'utilise beaucoup pour les patients anxio-dépressifs pour pouvoir réévaluer rapidement et puis ponctuellement les situations. Et puis pour répondre à des questions diverses, de temps en temps on a des coups de téléphone de patients qui ont plein de questions. Et ben, c'est l'occasion de le faire en téléconsultation plutôt que gratuitement au téléphone entre deux patients. Un premier exemple, donc ça va être celui de la réévaluation de traitement chez le patient hypertendu, a priori équilibré. Ce qu'on peut demander aux patients en amont, ça va être par exemple de réaliser des automesures. Moi, je leur parle beaucoup à tous mes patients hypertendus d'une application qui s'appelle Suivi HTA, peut-être vous connaissez, qui est donc une application sur mobile où vous allez pouvoir rentrer vos chiffres de pression artérielle. Il vous guide 3 fois le matin, 3 fois le soir, les 3 jours. Et à la fin, il vous sort un joli rapport en PDF comme ça, avec la moyenne déjà faite. Donc moi, j'ai pas mal de patients qui font leurs mesures régulièrement et puis qui m'envoient en téléconsultation avant le, le compte rendu, enfin ce petit feuillet. Euh, sur Medavise, ils ont la possibilité de télécharger avant les documents que vous découvrez donc du coup pendant la téléconsultation. Euh, Ça permet aussi d'impliquer le patient dans sa pathologie, je trouve ça pas mal. On peut aussi lui demander par exemple de se peser, qui peut permettre de détecter peut-être une poussée d'insuffisance cardiaque ou un écart de régime alimentaire. Euh, Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis, ça peut permettre aussi, si tout va bien, d'aborder des sujets plus généraux qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en consultation, comme par exemple voir quand est-ce qu'était le dernier bilan biologique, est-ce qu'il y a, comment est la fonction rénale, si on est à jour dans les dépistages, comment sont les vaccinations, est-ce qu'on a bien pensé à tout, est-ce que lui, il n'aurait pas besoin d'une petite vaccination contre les pneumocoques, par exemple. Et puis, ça permet aussi donc d'adapter les traitements et de réaliser les ordonnances. Alors que vous pouvez réaliser avec votre logiciel métier et joindre à la téléconsultation, ou même directement les réaliser sur la page de téléconsultation via le module de Medavise, où maintenant on est interfacé avec le Vida, donc il y a un logiciel d'aide à la prescription, presque comme dans votre logiciel métier, et puis c'est transmis de façon sécurisée aux patients. Ça peut vous faire gagner un peu de temps. Il y a une question. euh, alors du coup, l'homme là, je répondrai après sur la question sur le Hamilton. Et on va en répondre maintenant, en fait. Donc, j'utilise aussi pour les réévaluations de traitement pour les dépressions équilibrées, a priori. Donc, on peut utiliser des échelles qui sont alors soit simplifiées, soit même validées si on veut coter donc le Hamilton. Alors, le CCAM,
soit faut choisir. Soit on fait le CCAM et on a 69 euros, mais à ce moment-là, il faut faire après une déclaration en sésame sans vital, parce qu'on n'a pas la carte du patient. Euh, et puis après, du coup, envoyer les pièces justificatives à la sécurité sociale. Soit vous le cotez une prochaine fois lors d'une consultation. Moi, j'utilise pas mal ce site que je trouve très bien fait, psychotrope au pluriel.fr, qui est fait par l'URPS Occitanie, je crois, où il y a pas mal de guides et pas mal toutes les échelles à remplir en ligne. Euh, je trouve que c'est un très très bon outil pour guider le médecin. Euh, J'aime bien les téléconsultations pour les patients anxio-dépressifs aussi parce que ça permet de les observer dans leur environnement, chez eux, voir un peu comment ils se tiennent, comment c'est chez eux, voir ce qu'il y a en arrière-plan, c'est toujours assez intéressant. Et puis, ça permet de renouveler ou d'adapter le traitement de façon peut-être un petit peu plus précoce. Il y en a aussi qui ont un peu de mal à sortir de chez eux, donc ça peut être une idée. Et puis, il y en a aussi au début beaucoup, enfin moi j'en ai quelques-uns qui repartent vivre chez leurs parents ou dans la famille, donc ils sont plus à côté du cabinet, mais ça permet de continuer à les suivre dans de bonnes conditions. Euh, Et puis après, il y a toutes les pathologies aiguës simples. Alors, il faut que ce soit cadré. L'idée, c'est pas de mettre le patient en danger ou de soi-même se mettre en danger. Donc, il faut vraiment que ce soit bordé. Et puis, au moindre doute, de pouvoir proposer au patient de venir au cabinet. Donc, un exemple assez typique, ça va être la cystite de la femme sans risque de complications. Euh, pour peu qu'on vérifie bien à l'interrogatoire il y ait pas de signe de pyélonéphrite, et puis on puisse donc du coup via la plateforme euh, proposer un ECBU et un traitement probabiliste en fonction de ce qui avait déjà été fait les mois précédents. Dans par exemple les gastro-entérites ou les troubles du transit aigu, on va dire, ça peut être proposé chez des patients sans grande comorbidité, si en plus il y a une notion de comptage. On peut demander, moi je demande toujours aux patients de s'auto-palper le ventre, vérifier que ce soit bien mou tout partout. Et puis pareil, au moindre doute, n'hésitez à faire venir le patient au cabinet. Mais au moins il y a eu ce premier avis, cette première expertise réalisée à distance. Les syndromes pseudo-grippaux, pareil, toujours les patients plutôt simples, peu que l'anamnèse soit claire, qu'on n'ait pas trop de doutes. Euh, on peut faire réaliser les tests antigéniques Covid en pharmacie, par exemple. Idem pour les streptatests. Et maintenant, ils peuvent être faits en pharmacie si on a des doutes. Et puis voilà, réévaluation au cabinet si besoin. Les conjonctivites, alors je pense que c'est quand même assez faisable. Faut que l'anamnèse soit claire. Euh, En vidéo, ça donne jamais rien. Moi, je demande toujours aux patients de joindre à l'appel, de joindre à la consultation des photos de bonne qualité, nettes, donc qu'ils font avant ou qu'ils peuvent même faire pendant la consultation. Le système s'actualise en temps réel. Et puis, la possibilité donc, de réévaluation à J1, J2 ou J3 au cabinet si besoin. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire. Faut pas encore une fois, faut pas se sentir obligé. Faut que ce soit un exercice qui, pour vous, soit agréable et sécure. Il faut pas se sentir obligé ou contraint de le faire, en tout cas. Ça, c'était bon, une petite diapo sur l'estimation, mon expertise que je faisais gratuitement avant. Qu'est-ce que en pratique ça peut me rapporter? Alors si on moyenne base, si un acte téléphonique par jour, je pense qu'on en fait tous plus. Mais si un acte téléphonique, on arrive à le transformer en une téléconsultation par jour, par mois, ça nous fait vite 50 euros, 500 euros, et puis par année 6 000 euros. Euh, je pense que c'est bien de valoriser son expertise. Il y a pas à le faire gratuitement, en tout cas, je pense.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, surtout n'hésitez pas, je vais répondre au fil de l'eau. On est à la moitié, on tient les délais, c'est parfait. Comment valoriser donc notre expertise grâce à la téléexpertise? Alors là, on va parler des deux côtés, du côté du médecin requérant et du côté du médecin requis. Donc, comme toute modification de pratique, ça se prépare. Euh, la première étape étant de s'inscrire sur Medavis. Donc ça, on peut s'inscrire maintenant grâce à votre carte CPS vraiment en 3 minutes. Euh, et puis, si on parlera après des réseaux d'experts, donc ça c'est plus pour les médecins qui donnent des avis en téléexpertise. Ça, on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez inviter ensuite vos correspondants, euh, donc spécialistes ou généralistes de votre territoire, facilement via Medavis directement. Euh, Quand vous réalisez une téléexpertise, vous devez demander l'avis du patient. Enfin, il faut qu'il vous donne en tout cas son autorisation orale pour que vous puissiez demander un avis à un collègue. Et puis après, il y a la partie la plus importante, c'est celle de rédaction de la demande, bien qu'il y ait tous les éléments. Et puis je vous donnerai du coup quelques exemples. Donc, les téléexpertises rémunérées, l'objectif, c'est de remplacer les demandes de conseils gratuits qu'on faisait par téléphone, par email, par WhatsApp ou par messagerie non sécurisée. Donc, on peut demander à tous les spécialistes. J'en ai noté quelques-uns là, mais par exemple, le cardiologue, si on a un doute sur un électro, sur une adaptation de traitement, euh, on veut. Faut pas que ce soit par contre des demandes urgentes où il y ait une mise en jeu du pronostic vital à court terme. Là, ça reste les urgences et le centre 15. Et la téléexpertise peut pas être utilisée dans ce cas-là. Euh, Ce qui est prévu dans les textes pour les téléexpertises, c'est que le médecin requis vous répond dans les 48 heures. Donc, on voit bien que il peut pas y avoir de critères d'urgence. Le neurologue, moi j'utilise parfois pour mes patients parkinsoniens où on galère un petit peu à équilibrer le traitement et quand les consultations sont loin avec le neurologue, ça permet d'avoir des avis et de faire des points d'étape. Le dermatologue, ça c'est hyper utile quand vous avez un doute. Alors, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir dans les dermatoscopes ou dermoscopes de bonne qualité avec lesquels vous pouvez faire des photos via votre appareil, enfin votre téléphone. Euh, alors, enfin, il y a plusieurs marques. Je sais qu'il y a des groupes sur Facebook de dermoscopistes, de médecins généralistes, euh, et qui a en ce moment des webinars sur les différents dermoscopes à utiliser. Alors, c'est un petit investissement, mais ça rend beaucoup de services et ça transforme un petit peu la vision de la dermatologie. Donc ça, hyper important. Et puis le chirurgien orthopédiste, moi je fais régulièrement sur des avis sur des radios, sur des prises en charge, ce qu'il faut qu'il consulte et ce qu'il faut pas. Et puis on se rend compte que quand même on évite quand même pas mal de consultations chez le chirurgien et que le patient est pris en charge plus rapidement. Du coup. La téléexpertise, alors en pratique avec Medavise, donc vous avez le petit onglet à gauche avec les petites bulles de discussion. Donc c'est là qu'il faut cliquer. Et puis vous avez le choix entre je demande un avis et je donne un avis. Donc je demande un avis, il y a la liste de vos demandes en cours. Vous pouvez ajouter un avis, enfin ajouter une demande d'avis en cliquant sur le petit bouton. Et puis vous avez cette fenêtre à droite qui s'ouvre avec votre nom. Vous sélectionnez le patient euh, pour lequel vous voulez l'avis, le titre, tout le texte, et puis joindre tous les documents qui sont nécessaires à la bonne réalisation de la téléexpertise. Donc des photos de dermoscopie, des photos macro, des bilans biologiques, des électros, des choses comme ça.
Euh, voilà. Et puis après, une fois que vous avez posté votre demande, donc le médecin requérant va répondre. Il peut y avoir un temps d'échange, donc il peut y avoir un peu de ping-pong entre les deux pour préciser la demande, préciser les symptômes. Et une fois que c'est terminé, on clôture la téléconsultation, la téléexpertise, pardon, et ça génère un rapport qui est à inclure dans le dossier du patient. Si votre correspondant n'est pas inscrit sur Medavise encore, vous pouvez l'inviter en rentrant son email normal. Il me semble qu'il ne faut pas que ce soit un email sécurisé, mais vous pouvez lui envoyer comme ça, via son email normal. Et ensuite, si vous êtes spécialiste et ou que vous êtes généraliste avec une spécialité particulière, et que vous voulez faire partie de réseaux de téléexpertise, vous pouvez vous inscrire sur cette page-là, et je crois que Clara mettra dans le chat euh, le formulaire pour pouvoir vous inscrire aussi. Euh, et donc ça va commencer le mois prochain, sachant que si vous faites partie, ça dépend des régions. Il y a aussi des régions où il y a des ESS cardio, par exemple, ou des ESS neuro qui sont organisés. Et donc, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez avoir accès déjà à des réseaux particuliers. Donc, il y aura des réseaux territoriaux en fonction de l'organisation du territoire que chacun a décidé, et puis des réseaux nationaux cardio, dermato, neuro, voilà, pour des avis ponctuels. Euh, et financièrement, ce que ça représente, donc si on fait une téléexpertise par semaine, bon, la téléexpertise, elle n'est pas très très bien rémunérée, mais donc pour le médecin requérant, c'est 10 euros avec la cotation RQD, qui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc le patient n'a rien à régler. Ça, c'est dans la limite de 4 demandes de téléexpertise par an et par patient. Le médecin requis, lui, il facture, une fois que la téléexpertise est terminée, avec le code TE2, qui est à 20 euros. Et en gros, ça fait entre 500 et 1000 euros par an pour les médecins. On tient les délais, magnifique. Ensuite, j'ai listé un petit peu les bonnes pratiques et les astuces et puis les erreurs à éviter en téléexpertise et téléconsultation en général. Donc, les bonnes pratiques en téléconsultation, alterner le présentiel et le distanciel. Donc voilà, le contact et l'examen clinique n'est absolument pas remplacé par la téléconsultation. Vérifier avant la technophilie des patients, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est de prévenir le patient, voir s'il adhère ou s'il adhère pas, faut pas le forcer non plus. Et puis vérifier la possibilité pour les patients d'être dans un endroit confidentiel. Si on est 50 dans 20 mètres carrés, c'est pas un bon endroit pour faire une consultation. Donc il faut voilà qu'ils puissent s'isoler. Il faut que aussi, tout bêtement, il y ait du réseau chez lui où il y ait une connexion de bonne qualité. Euh, il faut utiliser des outils sécurisés, alors que ce soit pour l'encaissement, le partage des documents ou les ordonnances. Bon, vous aurez compris que Medavis, on a l'un des plus hauts niveaux de sécurité demandés en France. Faire le compte-rendu au médecin traitant si c'est pas votre patient. Et ça vous permet de coter, même en téléexpertise, même en téléconsultation, MCG, majoration de coordination de généraliste, si c'est un patient que vous ne connaissez pas, et que vous faites un compte rendu au médecin traitant. Et donc ça, c'est plus 5 euros, je crois. Et puis, voilà, c'est mieux de connaître les patients en présentiel avant de les avoir en téléconsultation. Les erreurs à éviter, alors c'est faire plus que 20% de téléconsultation parce que sinon vous allez vous faire rattraper par la caisse primaire. Euh, Ce chiffre est peut-être voué à augmenter, mais en tout cas, il me semble que pour l'instant, c'est resté à 20%. Euh, Erreur à éviter, donc de communiquer par mail non sécurisé ou des outils non sécurisés. Ne voir le patient qu'en visio et donc ne pas faire
de consultation présentielle. Et puis, on peut pas réaliser normalement de prescription, on peut pas réaliser de prescription sécurisée sur des documents numériques. Ça, il faut voir le patient en présentiel. Euh, Par prescription sécurisée, j'entends par exemple les ordonnances pour les antalgiques de palier 3, parce qu'il n'y a pas le filigrane et pour l'instant, en tout cas, la technologie n'est pas validée pour faire ce genre de prescription. Alors, sur Medavise, vous pouvez utiliser, il y a une bibliothèque de documents dans laquelle vous pouvez mettre des conseils types, des flyers, des choses comme ça. Et puis, en un clic, vous pouvez les joindre aux patients lors des consultations, lors des téléconsultations. Vous pouvez aussi, sur le module d'ordonnance, enregistrer des modèles. Si vous avez des consultations type, je sais pas, par exemple, pour les cystites, par exemple. Vous faites toujours la même chose. Donc, vous enregistrez une fois le modèle, et puis après, vous pouvez le réutiliser et le modifier en quelques clics. Euh, Vous pouvez réactiver là, dans le compte, sur le compte des patients les documents s'ils les ont pas téléchargés à temps. Vous pouvez relancer en amont des rendez-vous les demandes d'emprunt de carte bancaire si le patient ne l'a pas fait et il a lieu de le faire. Et vous pouvez relancer des paiements s'il y a eu des problèmes. Et puis, un petit bouton dont je me sers régulièrement, c'est prévenir d'un retard. Comme ça, le patient n'est pas en stress derrière son ordinateur en se demandant si vous l'avez oublié ou pas. Alors, j'ai une question qui est en rapport avec la téléexpertise. Donc, bonjour, y a-t-il un annuaire de médecins spécialistes dans Medavise pour les demandes de téléexpertise? Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de créer avec les réseaux d'experts. Donc, actuellement, il y a pas, mais si vous êtes expert ou spécialiste, vous pouvez vous inscrire et puis après, il y aura le réseau des cardiologues, le réseau des neurologues, des dermatologues, des endocrinologues. Et après, quand vous demanderez, quand les réseaux sont en place, vous pourrez poser une question au réseau et l'un des médecins du réseau vous répondra. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Euh, dans votre profil professionnel de Medavise, vous pouvez renseigner le numéro de téléphone du cabinet pour que le patient puisse vous appeler s'il y a un problème ou s'il a un problème technique. Comme ça, il a immédiatement disponible votre numéro de téléphone. Et puis, alors ça, c'est une remarque d'un des psychiatres avec qui on travaille souvent. Lui, il demande toujours l'adresse où se trouve le patient avant de commencer la téléconsultation pour pouvoir envoyer des secours en cas de crise suicidaire. Trouver l'astuce intéressante. Et, et voilà, il est 29, on a tenu les 30 minutes. J'espère que ça a pu vous être utile, que vous y voyez un peu plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, ou si vous êtes en difficulté et que vous avez besoin d'aide. Ce sera toujours avec plaisir. Euh, il est 13h30. Bon après-midi à tous, bon courage et j'espère vous revoir très bientôt sur un prochain live. Prenez soin de vous. Au revoir.